chose, il ne fallait pas s'en tenir aux relations que vous aviez. Et ensuite, vous savez que notre administration, jusqu'à ce qu'il y ait une réforme qui soit vraiment correcte et efficace, quand on envoie un dossier dans le circuit, comme on dit, il faut suivre soi-même si on y tient vraiment. Peut-être que le directeur du fonds n'a pas suivi son dossier, n'a pas abouti. Non, j'ai suivi, je vous ai dit que dans le suivi, j'ai constaté que, au lieu que le ministre Kossi, en tant que président du comité d'organisation, me donne des instructions sur le courrier, sur la fiche que je lui ai envoyée, il a préféré me dessaisir de ce dossier, le remettre à d'autres directeurs techniques du ministère des Sports qui le maîtrisaient, qui n'avaient pas une grande connaissance de ce dossier. Et donc, moi, j'ai laissé faire. C'est le ministre, il a donné des instructions. J'ai continué seulement à mettre la pression sur les directeurs à qui le dossier a été confié. Mais, bon, vous savez, moi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de personnes qui plombent... Il y a toujours des problèmes de personnes au ministère des Sports, c'est le sport national. C'est le sport national, comme je l'ai dit, les gens, même par rapport au sujet que nous avons abordé en début de l'émission sur ma personne, vous savez, les gens, ils font de la méchanceté gratuite. Les gens n'acceptent pas souvent que vous appliquiez, que vous exécutiez, c'est-à-dire que la mission que Dieu vous a confiée sur terre. Moi, j'ai l'habitude de dire que lorsque nous prenons la paume de notre main, nous y voyons des traits. Et que même si nous prenons un fer électrique, que nous brûlons la paume de la main, nous aurons une blessure. La blessure sera soignée, mais quand la blessure sera soignée et que la blessure sera terminée, les traits reviennent, ça veut dire quoi? On ne lutte pas contre le destin d'un homme. Il faut laisser les gens assumer le destin que Dieu les a tracé. Mais quand je dois signaler que le ministre Modeste Kédougou, par contre, qui est arrivé il y a à peine 8 mois, a vraiment pris le dossier. Il n'était pas informé. Je dois reconnaître que j'ai mis du temps à l'en informer, mais dès que je l'ai informé, il a pris le dossier et un comité est en train, n'est-ce pas, de réfléchir sur ça actuellement. Et je suis convaincu que dans les tout prochains jours, ces actes-là vont être transmis en Conseil des ministres et remis au chef de l'État. Oui, M. Farouk Soumanou, on va finir avec ce volet, les perspectives pour le Fonds national de développement du sport. Qu'est-ce que vous envisagez pour les mois et années à venir? D'abord, nous avions engagé un combat que nous avions malheureusement perdu. C'était le combat pour que, effectivement, le fonds, au niveau déjà du budget national, soit doté de moyens conséquents. Parce qu'avec 80 millions, développer le sport national, ce n'est pas possible. À côté du fonds d'aide à la culture, que vous savez, il y a le milliard culturel. Et si nous avions 80 millions... Le milliard sportif. Nous voulons le milliard sportif. Pourquoi pas les 5 milliards sportifs? Les 5 milliards. D'abord le milliard, même si c'est le demi-milliard, ça devait... Donc nous avions tout fait. Le ministre Modeste Kédougou s'est battu. Je peux le témoigner en Conseil des ministres, mais je crois qu'avec la récession budgétaire et tous les problèmes financiers que le problème a, le gouvernement n'a pas cédé. Donc déjà, on a des difficultés par rapport aux ressources. Ce que moi j'avais demandé, c'est d'abord que cette loi sur le financement soit votée et que le gouvernement puisse voir dans quelle mesure doter suffisamment le fonds de moyens. Sinon, je serais tenté de dire qu'il faut dissoudre la structure. Oui, moi je ne suis pas accroché à la structure. Et vous irez voir ailleurs? Oui, parce que vous le savez très bien, je suis un agent permanent de l'État. Donc, quel que soit celui qui est là, moi j'ai mon salaire. Hein. Si on ne m'utilise pas, je laisse à la maison, mais à la fin du mois, je vais toucher mon salaire. D'accord. Donc, je suis là pour 30 ans de service, j'avais fait à peine une dizaine ou une douzaine, donc j'ai encore largement le temps. Donc, je ne suis pas inquiet. Par rapport aux perspectives, c'est que nous avions décidé d'organiser d'autres événements qui puissent attirer les bailleurs vers nous. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Et déjà, nous comptons organiser ce que nous avons appelé le FESNAS, le Festival national du sport, pour 2011. Nous allons rééditer la deuxième édition, nous allons organiser la deuxième édition de la nuit des Oscars des sportifs, que beaucoup de sportifs ont apprécié. Toutes les fédérations qui n'ont pas été primées se sont plaintes. Nous avions primé 7 fédérations sur les 20. Nous allons essayer l'année prochaine d'atteindre au moins la douzaine. Et donc, nous avons également décidé, pour mobiliser les ressources, d'organiser ce que nous avons appelé la semaine de solidarité nationale pour le sport. Une semaine au cours de laquelle nous allons solliciter, n'est-ce pas, la contribution de plus petits Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un genre téléthon. Un genre téléthon, pour aider un peu. Vous savez que nous organisons un championnat mondial de l'athlétisme en 2012 et qu'il faut apporter notre contribution, notre soutien, n'est-ce pas, à la fédération d'athlétisme. Il y a l'équipe de handball, comme je disais tout à l'heure, qui va à une compétition mondiale. Il y a aussi les écureuils qui, éventuellement, vont peut-être se qualifier. Donc, nous avions besoin de ressources. Et en fait, il y a tellement de problèmes, tellement de sollicitations. Vous savez qu'en dehors de Cotonou, on n'a aucun stade. En dehors du stade de l'Amitié, on n'a aucun stade au Bénin. Porte-Novo. Vous savez très bien que Porte-Novo n'est pas un stade réglementaire. Ce n'est pas un stade réglementaire. On a mis beaucoup de milliards là. Pourtant, c'est ce qui a été convenu dès le départ.
en un stade aux normes internationales. Oui, mais vous savez qu'on a englouti à Porto-Novo plus d'argent qu'on en a englouti dans d'autres pays. C'est ce que vous avez même dit. On a mis 17 milliards à Porto-Novo, alors qu'avec 5 milliards en Angola, oui, on a fait des stades modernes. On a fait des stades modernes aux normes internationales. Ah oui, et moi j'ai dit, il faudra qu'au niveau du gouvernement, pour les fois à venir, on ait une politique de construction des stades. Il suffit de programmer 5 milliards dans le budget national par an pour avoir 5 stades modernes au Bénin dans un quinquennat. Donc c'est une question de priorité et j'espère qu'avec le deuxième quinquennat que nous allons commencer bientôt avec le docteur Boni Yahi, nous allons au moins construire de nouveaux stades. Vous n'avez pas été très écouté jusque-là, mais vous espérez qu'au second quinquennat, vous aurez l'oreille du président, vous aurez l'oreille du prince. Oui, nous allons quitter les stades champs de patates chez nous. Vous savez, il y en a notamment à Pobé, à Bomé-Boïcon, ça, on n'en parle plus. Oui, nous allons quitter tout ça, nous allons quitter les arcanes du ministère des Sports et nous allons à Porto-Novo, nous allons à l'Assemblée nationale pour aborder, c'est sûr, une actualité qui va vous intéresser, El Farouk Soumanou. Ouais. En ce moment, il y a crise, il y a même une grève des députés. Quelle est selon vous l'origine du drame qui se joue à l'Assemblée nationale depuis 3 ans environ? À quoi est-ce que cela est dû? Bon, en fait, pour moi, il n'y a pas de crise. Ce qui se passe aujourd'hui entre le gouvernement et le Parlement me semble être l'expression même de la vitalité de la démocratie. Et là, ce que vous appelez crise, parce que la crise, vous savez, la crise dans la langue chinoise s'écrit avec 2 signes. Il y a le signe du danger et le signe de la chance. Donc une crise, implique un choc. Vous avez appris du chinois? Oui, bon, dans mes lectures et autres, j'ai pu avoir cette information. Et la crise aussi doit être une chance pour un pays. Parce que c'est la crise qui permet, n'est-ce pas, à un régime de tirer leçon des insuffisances, soit de sa constitution, de sa gouvernance, pour se corriger. Donc ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, tout son fondement dans la constitution du 11 décembre 1990. Parce que les gens parlent souvent de crise, mais ne se réfèrent pas au contenu de notre constitution. La constitution du Bénin, je ne suis pas constitutionnaliste, mais pour ce que j'ai appris de cette constitution en le lisant, c'est que c'est une constitution particulière. C'est une constitution qui prône un régime présidentiel, mais un régime présidentiel fort. Lorsque vous lisez la constitution à tête reposée, vous verrez que la constitution du 11 décembre 1990 donne trop de pouvoir à l'exécutif. On parle de séparation de pouvoir, certes, le chef de l'État, le chef du gouvernement a ses attributions, mais vous constaterez que la constitution donne le pouvoir de s'ingérer, d'infiltrer les autres structures. Par exemple, il a l'initiative des lois concurremment avec le député. C'est lui qui nomme 3 des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Et on sait bien que parmi les 4 qui restent et qui sont désignés par l'Assemblée nationale, forcément il va en avoir un. Parce qu'il ne peut pas être au pouvoir et ne pas avoir les députés qui le soutiennent à l'Assemblée. Donc les textes sont faits en sorte que le chef du gouvernement maîtrise également une majorité au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui nomme le président de la Cour suprême. Donc, vous allez voir que lorsque vous lisez la Constitution, ce qui se passe aujourd'hui, tout son fondement dans cette Constitution, parce que le président de la République, chef du gouvernement, a cette possibilité-là d'empiéter sur les prérogatives même des députés, n'est-ce pas? Même s'il ne veut pas le budget, il ne peut pas y avoir d'ordonnance. Il peut pas y avoir pour mettre en œuvre des provisoires, s'il ne demande pas, selon le cas, il peut également prendre l'ordonnance. Donc, à chaque fois qu'il est bloqué, et même les contrôles parlementaires, le contrôle de l'action gouvernementale, quand il y a contrôle, il n'y a aucune sanction contre le gouvernement. On ne met pas en jeu, n'est-ce pas, la crédibilité, on ne demande pas au chef de l'État de déposer son tableau, mais on ne lance pas un défi. On ne demande pas une démission. Donc il n'y a aucune procédure. Voilà, donc il y a des questions là, des questions écrites. Le gouvernement répond, s'il répond mal, les députés, eux, ils peuvent raconter leur vie. Et faire tout au plus des recommandations. Et la lutte continue. Donc c'est ça, au fait, ce qui explique aujourd'hui... Le président de la République chez nous est un monarque républicain. Est-ce que vous suggérez qu'on révise la Constitution? Elle a tout juste 20 ans maintenant, c'était hier l'anniversaire. Oui. Est-ce que vous suggérez une grosse... des toilettes pour la Constitution du 11 décembre 1980? Moi, je crois qu'actuellement, la Constitution mérite d'être révisée, mais pas dans le sens, n'est-ce pas, de la prolongation ou de la multiplication des mandats présidentiels, ni la diminution ou bien l'enlèvement du verrou sur l'âge. Non. Mais, après 20 ans, cette constitution qui a battu tous les records, je crois que les constitutionnalistes l'ont dit sur votre plateau ici, mérite vraiment d'être revue. Et c'est ça qui va permettre de réviser. A mis en place une commission qui a travaillé, qui a rendu compte. À la lecture des travaux de cette commission,
on constate qu'en réalité, la Commission a déposé un draft, le chef de l'État a fait des propositions, des amendements ont été portés, et lorsque la Commission a voulu prendre en compte les propositions du gouvernement, on a corsé, on a encore augmenté les prérogatives de l'exécutif sur plusieurs domaines. Alors que déjà, on constate que c'est pratiquement une monarchie républicaine, si on peut s'exprimer ainsi, qui est en place. Non, moi je crois que c'est peut-être vrai. Comme si l'exécutif cherche à s'arroger encore plus de prérogatives que la vous savez, parce que tout à l'heure, avec la nouvelle proposition, si ça était validé, c'est que ce serait un régime carrément, on ne pourrait même pas dire de séparation de pouvoir, ce serait carrément une monarchie. Oui, non, ce ne serait pas une monarchie. Non, je crois que toute personne qui a un pouvoir a tendance à en abuser, a tendance à en demander un peu plus. Même si l'exécutif fait des propositions qui le renforcent dans ses attributions, ce n'est pas l'exécutif qui adopte, n'est-ce pas, le budget, la Constitution. Il faut aller au référendum ou bien avoir vous savez qu'il n'y a pas un pourcentage qualifié. Référendaire chez nous. Non, d'accord, on peut, mais pourquoi on ne l'a pas? Qu'est-ce que les députés font et ils ne peuvent pas prendre l'initiative, n'est-ce pas, de faire voter cette loi finalement? Ça a été la même chose quand il s'est agi ici de voter la loi sur le finalement des partis politiques. Alors, on ne vous suit pas très bien. En quoi est-ce que alors les prescriptions de la Constitution peuvent être la cause des difficultés entre le Parlement et le gouvernement au niveau du travail parlementaire? Oui, mais si vous voulez, prenez des exemples terre à terre. Nous allons prendre l'exemple de ce que vous appelez cri et je vais démontrer qu'il y a un problème. Lorsque vous prenez par exemple la question qui est à l'ordre du jour, qui concerne d'abord le budget, parlons-en. Bon, le gouvernement, c'est les députés qui votent le budget, ça c'est vrai. Mais c'est le gouvernement qui définit la politique générale du pays. C'est le gouvernement qui a la bourse. Donc chaque année, le gouvernement est obligé, compte tenu des prévisions de recettes qu'il envisage, est obligé d'envoyer, n'est-ce pas, une lettre de cadrage budgétaire à toutes les institutions. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Bon, okay. Mais c'est une lettre qui dit, n'est-ce pas, aux différentes institutions, voilà, compte tenu des problèmes que j'ai, je vous prierai de bien vouloir rester, n'est-ce pas, dans telle marge. Dans telle marge. Et ça, c'est une prérogative de l'exécutif qui est reconnue par la Constitution. Maintenant, les députés, eux, ils sont chargés, n'est-ce pas, d'étudier, n'est-ce pas, le projet de loi de finances et de le voter. Et dans cette étude, ils ont la possibilité de faire, n'est-ce pas, des réaménagements. Oui. Et ce que la loi leur dit, c'est que s'ils doivent faire des réaménagements qui occasionnent des dépenses supplémentaires au niveau, n'est-ce pas, de l'État, ils doivent proposer d'autres sources de financement. Donc, à l'étape actuelle, moi je crois que ce que vous appelez sur le budget, c'est seulement la manifestation de la mauvaise foi des députés. Michel Farouk, non, parce que savez pas bien ce qui s'est passé. Il suffisait simplement pour les députés de prendre le projet de loi que le gouvernement leur a introduit et de faire leur réaménagement. L'aménagement qu'ils veulent et qu'ils disent, là où le gouvernement a fait des coupes sur le budget de l'Assemblée, ils ont la possibilité, est-ce que la question est là, est-ce que le gouvernement, à cette étape-là, avait le droit de faire des coupes dans le budget du Parlement? Vous savez en même temps qu'il y a l'article 109 de la Constitution, il y a les articles 141, 42, 43 et 44 du règlement intérieur qui sont formels. Le gouvernement n'a pas le droit. Non, écoutez, vous savez que c'est justement, simplement, c'est une question de procédure qu'il y a un problème. Je suis d'accord. Le gouvernement n'aurait pas respecté une procédure édictée par la loi, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À supposer même que le gouvernement n'a pas respecté la procédure. Est-ce qu'il devrait le corriger? La question n'est pas de savoir si le gouvernement peut le faire ou pas. Mais il doit demander justement au gouvernement de rectifier la chose. Là, vous dites le gouvernement du problème. Oui, le fond du problème, c'est il faut le connaître. Vous savez que les députés avaient déjà proposé une loi qui changeait le nombre de députés. Oui, justement, 99. 83-99. Voilà. Et le chef de l'État n'est pas d'accord. La Constitution, le Cour conseil même a cassé. Non, pas sur le fond. C'est sur la procédure, la forme. Bon, la Cour n'était pas prononcée sur le fond. Jusqu'à présent. Oui. Non. Oui. Puisque la loi est encore devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle n'a pas tranché. Mais le gouvernement, ce n'est pas tranché. Non, le gouvernement, oui, mais le gouvernement, ce n'est pas tranché. Ça a empêché les députés de continuer dans leur perspective de vouloir augmenter à 49, puisque la Cour n'a pas tranché sur le fond. Le sujet a été soumis à la Cour, elle s'est prononcée sur la forme, mais elle n'a pas dit non, vous ne devez pas porter à 49. Donc, il me semble que les députés pouvaient, il me semble, je dis, pouvaient continuer dans leur logique de vouloir augmenter. Mais ils ont continué dans leur logique d'avoir à ce propos-là qu'ils ont fait la proposition qui a donné ce montant de 11 milliards et quelques à leur budget. Mais le gouvernement qui devait intégrer simplement, pourquoi est-ce que, en fait, c'est la question qu'on se pose.